Chers téléspectateurs de Canal Éducation, bonjour. Nous voici à nouveau ensemble pour un nouvel entretien. Il s'agit bien d'entretien avec M. K, qui n'est pas un inconnu pour vous parce que vous l'avez découvert lors de notre précédente émission. Émission au cours de laquelle il avait fortement marqué les esprits par son narratif que je qualifie déjà parfois d'inédit. Il nous fait l'honneur de revenir encore aujourd'hui pour continuer l'examen de cette radioscopie du champ politique sénégalais. Aujourd'hui, nous allons prendre donc la séquence 58 et l'éclatement de la Fédération du Mali en août 1960. Alors, vous l'aurez compris, donc M. K a été présenté comme étant à la fois un historien, un économiste et un politiste. Pour rappeler aussi simplement que M. K avait déjà commencé par l'enseignement. Beaucoup de ses amis d'ailleurs l'ont redécouvert, avec qui il avait débuté dans les années 70 à Ziguinchor d'abord, à Djignabo. Il est revenu ensuite à l'école normale. Avant l'école normale, il est passé par le lycée d'application, aujourd'hui qu'on appelle Seydou Nourou, avant, n'est-ce pas, d'être formateur à l'école normale. Très vite, M. K alors poursuivra ses études à l'étranger, notamment aux États-Unis. Il finira par être un fonctionnaire international. Il a travaillé pendant 16 ans à la Banque mondiale. Il a eu, n'est-ce pas, dans le cadre des renforcements de capacités, à travailler avec les banques centrales de l'Afrique de l'Ouest et du Nord. M. K, donc, depuis lors, continue son jeu favori, la recherche. Alors, c'est la raison pour laquelle il est là aujourd'hui encore pour continuer alors, ce voyage, j'allais dire, dans cette séquence historique alors, qui a durablement marqué alors, le Sénégal. Donc, M. K, bonjour. Bonjour. La dernière fois, nous étions arrêtés sur effectivement le vote de 1958, où vous parliez, n'est-ce pas, du gel dont a fait montre l'administration pour faire voter, n'est-ce pas, le peuple sénégalais pour approuver ce qu'on appelait le projet de constitution de De Gaulle de 1958. Alors, donc, ce fut fait. Le Sénégal, donc, contre toute surprise, contre toute attente, a voté non pour la constitution proposée par le général De Gaulle. Et maintenant, la question que l'on va certainement aborder, c'est de voir quelles sont les conséquences politiques, géopolitiques, économiques et sociales au lendemain de ce vote de 1958. Merci bien. Juste une précision, le Sénégal n'a pas voté non. Au contraire, le Sénégal a voté massivement, entre guillemets, oui à la Constitution. Et le seul pays qui a voté non, aussi massivement que les autres ont voté oui, c'est la Guinée, qui a aussi voté massivement non. Et c'est le seul pays. Alors, quelles sont les conséquences de ce vote? C'est d'abord au niveau de l'Afrique de l'Ouest, d'une manière générale, c'est la confusion, la plus totale. Confusion politique. Il y a les nationalistes qui reprochent aux Français et à leurs alliés locaux d'avoir raté cette occasion unique de faire que les peuples africains obtiennent leur indépendance. Le second camp, qui est allié à la France et tout, qui justement blâme les Africains de ne pas être unis. C'est la division parmi les Africains qui fait que les gens ont voté de manière désordonnée, les uns non, les autres oui. Donc voilà le contexte général. Maintenant, au niveau du Sénégal, il y a eu beaucoup de conséquences. La première, c'est que l'unité politique sur laquelle travaillaient tous les leaders politiques qui avaient débouché sur la création de l'Union progressiste sénégalaise, cette unité politique a été pulvérisée par les élections. Et notamment, l'aile gauche du parti de l'UPS a quitté le PS. Cette aile gauche? C'était ce qui allait devenir le PRA Sénégal.
C'était les Ablaïli, les Matarmbo, les Hassan Sek, disons les cadres intellectuels, hein, qui avaient une bonne formation intellectuelle, qui avaient aussi une bonne formation politique, les leaders des syndicats qui étaient dans le PS, toute cette aile-là va quitter le PS justement pour constituer un autre parti. Donc le parti s'est affaibli, a perdu son aile gauche. Mais cette aile gauche, bien que minoritaire, était la mieux formée politiquement. C'est des militants de qualité. C'est des intellectuels, c'est des syndicalistes, hein, c'est des acteurs sociaux, hein, donc ce parti-là a perdu ce capital politique remarquable. Donc aussi, sur le plan plus général, le Sénégal fait face à de nouveaux défis. Quels sont ces défis? C'est d'abord une nouvelle constitution, un nouveau cadre institutionnel qui, en fait, il n'y a pas tellement de différence entre le cadre institutionnel et la loi cadre. Parce que dit la communauté? Le pouvoir monétaire, la définition des politiques économiques, la défense, la diplomatie, l'armée, on a parlé de l'armée, l'enseignement supérieur, tout ça, c'était entre les mains de la communauté. Communauté présidée par le président de la République française. Comme pouvoir, le pouvoir local n'avait que la coordination économique au niveau du territoire, les transports et la communication, l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire et la collecte des recettes douanières. Voilà les pouvoirs qui étaient entre les mains des Sénégalais. Tout le reste, c'était des pouvoirs communs qui étaient détenus par la communauté. Donc on ne peut pas dire qu'en termes de souveraineté et en termes de contrôle de notre économie, c'était une révolution par rapport à la loi 4. C'est vrai que le gouverneur est parti, c'est vrai que le personnage premier dans la colonie, c'est le président du conseil, c'est-à-dire Mamadou Dia, mais voilà, c'est dans un cadre de la communauté. Donc le défi de la souveraineté, le défi du contrôle économique restait toujours à relever. Donc voilà dans quel espace on se retrouve sur le plan politique. Mais au lendemain donc de ce vote, le Sénégal vota donc massivement. Mais quelles ont été après les relations entre l'administration et les classes maraboutiques? Y a-t-il un renforcement? Y a-t-il alors, je ne sais pas trop, de la méfiance? Est-ce qu'on peut revenir sur ces relations-là très rapidement? Oui, mais il y a d'abord, je vous ai dit qu'en termes de souveraineté, on n'a pas tellement gagné. Donc le combat, les termes du combat restent les mêmes. Et contrairement aux autres colonies, le leadership politique sénégalais sort du référendum malmené. Sa légitimité même était mise en question à cause des dissidents, à cause de l'aile nationaliste sénégalais. Alors, il reprochait au nouveau leader d'être pro-français. Donc, eux, les vaincus du référendum, ils ont transféré leur défaite politique en un combat social et syndical. Donc, au lieu de faire des revendications purement syndicales telles que nous, on les connaît, l'amélioration de la condition du travailleur sénégalais, ils revendiquent l'indépendance. Donc, ils ont fait juste un transfert du politique au syndicat. Donc, le syndicat est devenu presque un parti politique d'opposition au pouvoir. Et avec les qualités du personnel politique dont je vous ai parlé tout à l'heure,
Vous pouvez imaginer que le gouvernement faisait face à ce front-là. Maintenant, vous parlez des marabouts, des hôtels. L'autre défi du gouvernement, et particulièrement pour Mamadou Dia, Mamadou Dia ne se sentait plus à l'aise dans le parti. Parce qu'il a perdu son aile gauche. Donc il risquait d'être prisonnier de l'aile droite du parti. Alors, dans cette aile droite, il y a précisément les chefs religieux, il y a les notables, il y a ce que j'appelais les partisans de l'alliance avec la France. Donc c'est eux maintenant qui contrôlent le parti, parce que les révolutionnaires, entre guillemets, ils sont déjà partis. Donc, et ce qui est important, et avant que je l'oublie, le référendum a eu lieu le 28 septembre. Dès le 4 octobre, il y a eu une réunion des instances du parti. 4 octobre, donc c'est juste après. Oui, juste après. Et Mamadou Dia, secrétaire général du parti, devait présenter un rapport qu'il a intitulé « Au lendemain du référendum ». C'est un rapport épais, comme ça. Mais ce que je retiens dans ce rapport, et il dit clairement, il ne faut pas que le parti reste prisonnier des forces conservatrices et rétrogrades. Il le dit ouvertement. Ouvertement, sans prendre de gants. Donc il s'adresse à ses propres militants. Absolument. Et il ajoute, dès maintenant, il faut définir les étapes pour l'indépendance. Ça, c'est le 4 octobre. Il ne démorde pas. Il ne démorde pas. C'est le 4 octobre. Donc, c'est un défi à ses propres militants. Donc, la guerre contre cette aile droite-là date du 4 octobre 1958. Et retenez bien cela. Parce que, contrairement à ce que beaucoup disent, la crise de 62 ne date pas de 62. Elle date de ce jour-là. Ce jour-là. Donc, Mamadou Dia fait la guerre à ses propres militants. C'est-à-dire les forces, ce qu'il appelle les forces conservatrices et les forces rétrogrades, qui l'ont empêché de voter non. Hein? Donc ça, c'est extrêmement... Non, c'est important. Nous mettrons le point. Donc, il a en face de lui l'aile gauche qui a transformé les syndicats en partis politiques et l'aile droite qui sait qu'il ne peut plus tellement manœuvrer avec eux. Donc voilà les... Et cette aile droite-là est proche de Senghor. Bon, Senghor, jusqu'à... Parce que ce qui s'est passé, la veille du référendum, Senghor et Mamadou Dia se sont rencontrés en France. Ils ont eu des explications d'homme à homme. Quand Mamadou Dia a découvert que Senghor ne voulait pas voter non. Et quelles sont ces raisons? Alors il dit Mamadou Dia, d'ailleurs c'est curieux, dans ses mémoires, il dit « Je découvre avec surprise que Léopold Sédar Senghor n'est pas l'homme que je croyais qu'il était. » Mais moi, je suis surpris qu'il soit surpris. Parce que Senghor a toujours été cohérent. En 1946, quand il faisait partie du comité qui devait rédiger la nouvelle constitution, les leaders politiques africains en France s'étaient entendus que l'indépendance, c'était dans 15 ans. Dans 20 ans, pardon. Dans 20 ans. Donc 66. 66, on devait aller en 66. 66. Cette constitution a été rejetée et puis on a approuvé une autre constitution. En 1955, Senghor écrit un article dans la revue Nef. Il dit l'indépendance, c'est dans 15 ans. Oui. À Cotonou, il dit que nous ne sommes pas prêts pour l'indépendance. C'est son fameux rapport. Oui, un rapport de 40 pages. Il dit que nous ne sommes pas prêts pour l'indépendance. Senghor n'a jamais été pour l'indépendance avant l'unité. Et il ne se presse pas. Il dit qu'on a besoin de la France parce qu'on est balkanisé. On a besoin de la France parce qu'on n'a pas les ressources humaines pour conduire l'indépendance. Donc il faut du temps. Senghor est extrêmement cohérent. Donc c'est les autres qui sont surpris. Pressé. Et Senghor, il n'agit jamais par intuition. Il n'agit jamais par surprise. Toujours ses pensées de manière méthodique et dans
dans le long terme. Donc il est très cohérent. Mais ça dit qu'il était toujours mis en minorité par les autres. Minorité, mais il continue le même combat. Même s'il est minorité, c'est un démocrate. Il reste dans le mouvement. Et ce qui est curieux, ceux qui l'ont mis en minorité le reconduisent comme leur chef. Et qui sont ces gens? Mais tous ceux qui sont contre ces rapports. Au lendemain de Cotonou, c'est lui qui devient le président du PRA africain. Et au lendemain de toutes les réunions, même si on le met en minorité, par son propre parti, on le reconduit. Donc, mais il est très cohérent. Très cohérent. Donc, très cohérent. Pour Senghor, l'horizon pour accéder à l'indépendance, c'était 66. 70. Il faut se préparer. Parce qu'on n'était pas prêt, tant au plan matériel, humain, économique, etc. Voilà. Donc, quand il a réalisé que Senghor allait dans voter cet entretien non, en France, Senghor allait voter non, et pour les raisons économiques que j'ai avancées, il était très bien au parfait. Mais il ne pouvait pas aller sans Senghor. Il serait battu. Donc, il a dit, bon, c'est très dangereux pour qu'il se sépare de Senghor maintenant, mais il faut continuer avec Senghor. Donc, le combat, la différence d'orientation, de vision entre Senghor et Mamadou Dia date de 58. Elle ne date pas de 62. Et à mon avis, à partir du référendum, c'était une course de vitesse entre Mamadou Dia et Senghor. Ah oui, le Mortal Kombat avait démarré. Bon, Mortal Kombat, ça je ne prononce pas ce mot, parce que, quoi qu'on dise, ils sont restés unis, ils ont des liens solides, c'était des amis, donc il y a des liens personnels entre les deux qui font que ça... Vous parlez aussi de serment de fidélité, quoi, entre le Bon, Sérère c'est et la le... tradition orale. C'est la tradition orale. Ça n'a pas trop posé dans les relations. Moi, je travaille sur les documents, je ne peux pas m'aventurer dans ça. Mais en tout cas, dans l'esprit de Dia, Senghor, c'est son ami. Dans l'esprit de Senghor, Mamadou Dia, c'est lui qui a fabriqué politiquement Mamadou Dia, c'est lui qui l'a poussé, et à chaque fois, c'est lui qui l'a mis au devant. Maintenant, la politique étant la politique, à un moment donné... Et quelque part, il dit qu'il pensait que la subjectivité de l'amitié devait prendre le dessus sur tout, quoi. Bon, mais la politique, c'est la politique. Et vous verrez quelles sont les étapes que chacun d'eux a prises pour le contrôle du pouvoir. Ne croyez pas que l'un est innocent, l'autre est traître. Non, c'est des acteurs politiques. C'est la politique. Chacun a posé les jalons pour justement pour contrôler le pouvoir. L'appareil. Ah oui. Très bien. Maintenant, quelles sont les raisons de la mise en place de la Fédération du Mali et quels en sont les acteurs clés? Alors, j'ai commencé à répondre parce que dans l'esprit des leaders sénégalais, toutes tendances confondues, que ce soit Senghor, que ce soit Mamadou Dia, que ce soit Ablaye Ly, que ce soit Cheikh Anta, que ce soit tout ça, Lamine Gueye, tous les leaders politiques sénégalais, toutes tendances confondues, ils faisaient la liaison entre l'indépendance et la fédération. Alors, si on veut schématiser, ils l'ont fait par conviction, ils l'ont fait par intérêt pour le Sénégal, et ils le pensaient également par opportunisme politique, par conviction. Senghor et Mamadou Dia ont été, avec Cheikh Anta Diop, ont été des théoriciens de la fédération. Les fameux cercles concentriques dont parlait Senghor. Même après, c'est même avant. Okay. Senghor a réfléchi longuement sur qu'est-ce que c'est que la nation. C'est quoi la nation? C'est au niveau africain, les négro-africains. C'est au niveau de l'Afrique de l'Ouest, les Ouest-Africains. Est-ce qu'on doit partir des langues pour constituer ce que c'est que la nation? Senghor a réfléchi et a écrit sur ça. Et pendant longtemps, pour lui, la nation, en 46-56, la nation, c'était le monde négro-africain. Après, quand il est devenu dans la politique, il a dit, bon, ça, c'est pas tellement réaliste, c'est l'Afrique de l'Ouest. Donc Senghor a toujours situé la nation au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Au niveau fédéral. Au niveau fédéral. L'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, et parfois, c'est peut-être les francophones, les anglophones, divisés en deux seront les langues officielles.
Mais ces langues officielles ne recouvraient pas les réalités des langues locales. Absolument. Et ces langues locales, justement, débordaient les territoires. Absolument. Parce que prenez par exemple le mandingue, prenez le pulaar, prenez toute autre langue, c'est 3, 4, 5, parfois même 7 territoires. Absolument. Donc, peut-on bâtir une nation à partir des langues? Si on prend les langues officielles, ces langues officielles ne recouvrent pas les réalités linguistiques que nous avons. Absolument. Donc, même là, c'est un monde francophone, un monde anglophone. Donc, Senghor, jusqu'à l'éclatement de la fédération, il n'a jamais revendiqué la nation sénégalaise. Et il n'a toujours parlé d'une nation ouest-africaine à la rigueur. Et au-delà, une nation négro-africaine. Mamadou Dia, pareil, n'ont jamais réfléchi en tant que Sénégalais. Oui. Nationalisme aussi, lui, parle d'unité culturelle voilà, à l'échelle du continent. Cheikh Anta et autres. Donc, c'est pourquoi Senghor a dénoncé la balkanisation. Il va même jusqu'à dire, dans un de ses discours, que la balkanisation, c'est le néocolonialisme. Ah oui? C'est pire que la colonisation parce que c'est plus hypocrite. Ah oui, il est... Senghor. C'est surprenant souvent. Pas surprenant, il est cohérent. Parce qu'il a déployé toutes ses forces contre la balkanisation. Pour lui, c'était une mission personnelle. Il ne voulait pas de la balkanisation. Mamadou Dia, pareil. Mamadou Dia dit la balkanisation, c'est une erreur historique dont l'Afrique se relèvera difficilement. Les micro-États. Oui, et il dit la tâche, c'est de reconstruire cet ensemble ouest-africain. Qui existait déjà. Voilà, qui existait des préalables. On l'avait déjà. Pourquoi on l'a détruit? Absolument. Alors, c'est là où Mamadou Dia lance cette expression. Il dit des États conteneurs. Les États conteneurs. Et Cheikh Anta dit les États nés. États nés, oui. Donc, les Sénégalais étaient tous des fédéralistes, des panafricanistes. Bon, selon, on reviendra peut-être sur ce débat. Absolument. Donc, ils étaient contre la balkanisation. Donc, c'est tout à fait logique qu'au lendemain, dès le lendemain du référendum, dès le mois de novembre, les leaders sénégalais ont pris l'initiative de discuter avec les autres leaders pour reconstituer la fédération. Alors, novembre, décembre, les 4 territoires qui étaient d'accord avec reconstituer une nouvelle fédération, c'est-à-dire le Sénégal, le Mali, le Soudan, pardon, la Haute-Volta et le Bénin, étaient d'accord pour justement reconstituer la fédération. L'Assemblée constitutive de la fédération a eu lieu au mois de janvier 1959. Mais malheureusement, au mois d'avril, quand il fallait concrétiser cet acte, il n'y a eu que 2. Le Dahomey s'est retiré. Le Dahomey s'est retiré. La Haute-Volta s'est retirée à cause de Houphouët-Boigny. Ah, on l'accuse. Et la France aussi a fait une pression pour que ces pays-là ne rejoignent pas la fédération. Et créer même le Conseil de l'Entente. Oui, Houphouët-Boigny, en réponse à la Fédération du Mali, va créer le Conseil de l'Entente. Absolument. C'est juste ces 2 groupes rivaux. Donc, les 2 États sont retrouvés en avril 1960 pour constituer la Fédération du Mali. Et les acteurs, les principaux acteurs? Les acteurs, c'est Senghor, c'est Mamadou Dia, c'est Modibo, c'est les leaders maliens, Madere Keïta, et ainsi de suite. Donc, ils vont essayer de constituer une fédération à 2. À 2, généralement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est ce qu'on appelle un tête-à-tête conjugal. Absolument. À la moindre crise. Oui. Donc, c'est le long cheminement pour constituer cette fédération. Donc, constitution, on est d'accord sur les institutions. Il y a eu un accord tacite même qui devait diriger la fédération, une répartition des postes tacites. Absolument. Et on va revenir là-dessus parce que créé... les Soudanais vont revenir sur cet accord. Et les nouvelles institutions. Donc, il y a eu un congrès constitutif du Parti fédéral africain pour soutenir cette fédération, même si la Haute-Volta et le Bénin... le Dahomey d'alors, quoi. Le Dahomey avant n'était pas dans la fédération, mais il y avait des partis politiques dans ces territoires-là qui ont rejoint le Parti fédéral africain. Et donc tout ça pour soutenir cette idée
de fédération. Donc il y a eu un congrès. Alors dans ce congrès... C'est le PFA, quoi. Le PFA. Et qui étaient les leaders? Alors le PFA, le patron, c'est Senghor. Le numéro 2, c'était Modibo. Et le numéro 3, c'était Mamadou Dia. Le numéro 4, c'était Madera Keïta. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que lors du congrès du PFA, les premiers accrochages entre les leaders sénégalais et soudanais étaient devenus manifestes. Il y a eu beaucoup d'accrochages avant, mais à chaque fois, il y a eu des médiations pour dire que les enjeux vous dépassent. Il faut vraiment réussir cette fédération. Mais au congrès déjà, puisque tout le monde était là, il y a eu 2 camps. Le camp de Senghor, qui était l'unité est un préalable à l'indépendance. C'est le postulat. Voilà. Et deuxièmement, l'indépendance ne doit pas nuire aux relations avec la France. Donc voilà le camp. Et voilà la position défendue par Senghor au Congrès. Le second camp, c'était les Modibo, c'était les Madera, c'était l'aile gauche. Ils disaient non, l'indépendance, quel que soit le prix. C'est la radicalisation. La radicalisation. Donc l'indépendance est un préalable. Donc il y a eu 3 jours de discussion autour de ça. Donc voilà les premiers accrochages, mais malgré tout, on a abouti à un petit compromis en disant, bon, de toute façon, l'avenir nous dira. Mais ils disent l'indépendance dans les meilleurs délais. Pour éviter la confusion de Cotonou, l'indépendance immédiate, parce que Senghor a dit immédiate en français, ça ne veut pas dire immédiatement. Cette fois-ci, on a dit dans les meilleurs délais. Dans les meilleurs pour délais. Que ça soit très clair. Là aussi, c'est un horizon incertain. Mais un appel à ce que les autres territoires qui n'ont pas rejoint la fédération rejoignent Deuxième contradiction entre les Sénégalais et les Soudanais. Les Soudanais voulaient un État unitaire, centralisé. Donc les pays membres, les États membres ne sont que des provinces de la fédération. L'État fédéral devait jouer un rôle central et définir toutes les politiques. Les Sénégalais sont contre cela. Ils veulent une constitution très libérale, l'autonomie aux États, donc des pouvoirs minimums pour le pouvoir central et un pouvoir tant soit peu symbolique au chef de l'État et réparti avec le président du Conseil. Les Maliens ne voulaient pas d'un président de la Fédération. Ils voulaient un président du Conseil très fort, qui a tous les pouvoirs. Donc voilà un peu. Donc le décor est campé. Alors, mais les Sénégalais tenaient tellement à la fédération qu'ils ont dit, bon, on prend le risque de faire la fédération à 2. D'autant plus que c'est le Sénégal qui a apporté la dot pour cette fédération. Ah oui. Il mettait le port à la disposition de la fédération. Il mettait l'aéroport à la disposition de la fédération et il finançait le budget. Sur 9 milliards, après ça deviendra 3 milliards, mais 9 milliards au départ, le Sénégal devait prendre les 81%. Ah oui. Donc c'est eux qui finançaient la fédération. Vraiment, donc ils s'attendaient à avoir quand même plus de pouvoir que les Soudanais. Mais justement, c'est la bataille autour du contrôle des institutions qui va un peu... Donc ça nous permet justement d'aborder les causes de son éclatement. Voilà. Avant les causes de l'éclatement, d'abord, j'ai dit qu'en juillet, il y a eu le Congrès fédéral. Juste après le Congrès, officiellement, le Sénégal et le Soudan ont saisi la France pour une requête officielle pour l'indépendance. Aussitôt? Aussitôt, dès le mois de novembre. Ah oui? Juillet. Donc, le référendum a eu lieu en septembre. En septembre? En septembre 58, presque un an après, les Sénégalais et les Soudanais ont demandé officiellement
à obtenir l'indépendance. Parce qu'on était dans les meilleurs délais maintenant. Dans les meilleurs délais, parce qu'il y a le droit à l'indépendance qui est inscrit. Qui est inscrit dans la Constitution. Absolument. Modifié. Absolument. Ils saisissent l'occasion. À la surprise de tout le monde, ils saisissent. Ils ont fait accélérer l'histoire. Comme la loi cadre, ils ont bousculé. Alors, comme argument, ils avaient quand même des cartes entre leurs mains. D'abord, la Fédération du Mali, c'est-à-dire le Sénégal et le Soudan, en termes de territoire, ça devenait un ensemble extrêmement vaste en Afrique de l'Ouest. Absolument. Absolument. Et curieusement, les gens l'oublient, en termes de population, il venait second après le Nigeria. Ah oui, cette fédération. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Cette fédération de 7 millions d'habitants, 4 millions maliens et 3 millions sénégalais, était, en termes de population, la deuxième puissance en Afrique de l'Ouest. C'est incroyable. Donc, en termes d'étendue, en termes de population, c'était déjà viable, ça. C'était un truc en puissance. En puissance. Un État en puissance. Absolument. Donc, voilà. Un État aussi qui disposait d'un aéroport, d'un port de niveau mondial, parce que dans l'Empire français, le port de Dakar était le 3e, après Marseille et Le Havre. Ah oui? 3e en termes d'activité. C'est superbe, ça. L'aéroport était de niveau international. Absolument. Vous avez une ligne de chemin de fer opérationnelle. 1200 km qui joignait. Vous avez 2 fleuves. Tout ça, c'est des atouts importants. Vous avez, en termes de ressources humaines, quand même, il y a une différence entre le Sénégal et le Soudan. Le Sénégal avait 30% de taux d'alphabétisation. Ah oui? Mais oui. Le Mali en avait 10. Les premiers bacheliers maliens, c'est en 52. En 52. Au Sénégal, on avait déjà des docteurs. Ah oui. Donc, en termes de ressources humaines, bon, même s'il y avait un déséquilibre... Hein, il y avait un système compensatoire. Il y avait une certaine complémentarité, on peut exagérer d'ailleurs, entre les deux économies. Le Sénégal avait des comptoirs, avait des proto-industries, avait même les phosphates, l'usine des phosphates et le Mali avait le coton, il avait la gomme arabique, un peu d'or, ainsi de suite. Et l'arachide du Sénégal avait besoin de la main-d'œuvre malienne. Oui. Donc il y avait une certaine... Parce que dans l'âge d'or de la culture arachidière, on a vu des saisonniers maliens, n'est-ce pas, dans le Njombato, tout ça. Oui, les Navetanes. Donc ils venaient aussi du Mali et de la Guinée. Donc le chemin de fer, tout le long du chemin de fer. Les amener. Oui. Donc, il y avait une jonction. Oui, oui. Donc voilà les atouts. Mais l'atout la carte la plus importante de la Fédération du Mali était géopolitique. C'était géopolitique. Comment? Nous sommes dans le contexte de la guerre froide. La France avait une puissante base militaire à Dakar, à Thiès, à Saint-Louis, à Gao, à Kati et à Tessalite. En Algérie. En Algérie. Mais pour la base sénégalaise, il faut toujours, en réfléchissant sur les atouts du Sénégal, lier le port avec une base navale et l'aéroport. Toute la stratégie militaire française, entre guillemets de l'OTAN, dans l'Atlantique ouest, Dakar était un pilier. C'est l'épicentre. Pas l'épicentre, mais un pilier important. Un pilier important. Et la France ne voulait pas perdre cette base-là. Et ça, c'était entre les mains des Maliens. Des Maliens. L'autre versant de cette carte géopolitique, c'est que le Mali, le Soudan, était au sud de l'Algérie. Absolument. Mais il ne fallait pas une jonction entre les leaders soudanais et les FNL. Donc la France pouvait être prise de revers au sud. Il ne fallait pas qu'un front sud soit constitué. Donc il fallait attirer les Soudanais pour qu'ils restent dans la zone d'influence française. Dans le giron français.
n'oubliez pas que la Guinée a pris son indépendance. Absolument. N'oubliez pas que Nkrumah est à côté. Absolument. Donc vous imaginez l'axe Accra, Conakry, les Soudanais et le FNL. Ah oui. Et on reviendra d'ailleurs sur ça. Absolument. Donc la France ne voulait que les Sénégalais et les Soudanais restent dans la communauté. Dans la communauté. Donc voilà la carte essentielle qui fait que, malgré l'opposition des autorités françaises, la France a accepté La mort dans l'âme. la mort dans l'âme. Mais c'est De Gaulle qui est au pouvoir. De Gaulle, c'est un géopoliticien. Donc les Foccart, les Soustelle et tous ces gens-là étaient contre. Et actionnés par Houphouët-Boigny. Ils étaient contre la Fédération du Mali. Absolument. Donc, à la surprise, bon, entre guillemets, De Gaulle accepte le principe. Et comble de l'humiliation pour Houphouët-Boigny, c'est à la réunion de la communauté en décembre 1959 que De Gaulle publiquement accepte la requête de la Fédération du Mali. Vous pouvez prendre l'indépendance en restant dans la communauté. Et là, c'était une humiliation pour Houphouët. À Saint-Louis. À Saint-Louis. Houphouët a même failli quitter la réunion avant la fin. Ah oui? Ah oui, parce que c'était une humiliation publique. Public, malgré ses... Oui, parce qu'il était l'allié fidèle de la France. Mais il a été il plus était de court. contre la balkanisation, donc contre la fédération. Et donc, les Sénégalais... Et même, c'était un peu, passez-moi l'expression, damer le pion à Sékou Touré. Ce que vous avez obtenu dans la tension, dans les ruptures des relations avec la France, nous, on l'a obtenu par la négociation. déjà... Donc, les Sénégalais, les leaders sénégalais deviennent soudainement à l'avant-garde du mouvement nationaliste. Parce qu'ils vont obtenir l'indépendance. L'indépendance. Donc, De Gaulle donne son accord en décembre. Dès le mois de janvier, les négociations commencent pour obtenir l'indépendance. C'est là, justement, que les leaders sénégalais seront piégés par la France. Au moment des négociations. Au moment des négociations. Comment? L'indépendance. Le piège, c'est comment? C'est quoi le piège? Le piège, c'est quand ils sont venus. Les Sénégalais, les leaders maliens maintenant, c'est-à-dire le Soudan et le Sénégal, en une seule délégation, pour obtenir le maximum de la France et pour présenter des gages comme quoi ils ne sont pas pro-français, comme on le dit, ils nomment comme chef de délégation le plus radical de tous, Madere Keïta. C'est le plus radical de tous? De tous. C'est un marxiste du RDA. C'est l'aile gauche même des Maliens, des Soudanais, pour cette raison comparé aux leaders sénégalais. Donc on le nomme chef de délégation. Pour justement négocier parce que le transfert des compétences. Donc il constitue bien la délégation avec tout ce que le Sénégal comptait d'avocats, de constitutionnalistes aguerris, les Doudou Thiam, les Guiabert, les Lamine Gueye, et tous ces gens-là étaient férus de droit et ils constituent la délégation. Et cette délégation technique était chapeautée par Senghor, Modibo Keïta et Mamadou Dia. Donc ils arrivent à la négociation. Premier jour, les Français posent carte sur table. Ils disent, ah non, c'est du donnant-donnant. Ah oui? Transfert des compétences, oui, on va discuter de ça, à une seule condition, qu'on négocie en même temps les accords de coopération. Ah, en même temps? En même temps, de manière parallèle. Nous sommes en 59? Nous sommes en 60. En 60? 60, en 60. Au moment des transferts? Voilà, des transferts, en janvier 60. En janvier 60, oui. Et non, on ne va pas négocier les transferts. Après, maintenant, on va revenir légalement. C'est ça qui devait être. Parce qu'un État qui n'est pas encore compétent, indépendant, comment peut-il signer des accords? Absolument. Il n'est pas encore indépendant. Officiellement? Oui. Ah oui. Eux, ils disent non. Donc les leaders soudanais ont résisté, mais ils étaient coincés. Rien n'y fit. Maintenant, des négociations parallèles, transfert de compétences et accord de coopération. Accord de coopération. Maintenant, ils négocient jusqu'au mois d'avril.
Alors, ils aboutissent à quoi? Alors, les accords, ils reprennent point par point les pouvoirs dévolus à la communauté et comment les transférer à l'État fédéral. D'abord, ils ne reconnaissent pas la Fédération du Mali pour le moment. Transfert de compétences pays par pays au Sénégal et transfert de compétences au Soudan. Séparément. Séparément, mais ils négocient en même temps. Ils négocient en même temps. Alors, je vous ai parlé des accords de la communauté en disant voilà les pouvoirs et voilà ce qui restait au pouvoir local. La monnaie. Négocie, il reste dans la zone franc. Mais on reconnaît au Sénégal et au Soudan le droit de battre monnaie. De battre monnaie. Mais les nouvelles autorités acceptent de rester dans la zone franc. Première conditionnalité. Voilà. Acceptent. C'est ça l'accord. C'est ça l'accord. On reconnaît le droit que vous pouvez battre monnaie, mais ils acceptent souverainement de rester dans la zone franc. OK. C'est une aberration. Bon, aberration, non, c'est un rapport de force. Il dit définition de la politique économique, là, ce sera fait de commun accord. On garantit des droits préférentiels à la France. Autrement dit, en bon français, le marché sénégalais, le marché soudanais, reste un marché exclusif pour les produits français. Pour les produits français et les entreprises françaises. Donc, les biens d'équipement, de consommation, les biens d'équipement, les services, c'est-à-dire les ingénieurs, tous les cadres techniques, les consultants, tout ça, c'est exclusivement à la France. C'est réservé à la France. À la France. Et c'est là, je vais revenir là-dessus, c'est ça la clé de ce que les jeunes, la jeunesse actuellement, le système. Je vous avais parlé avant de la subvention de 20% à l'arachide, qui reste toujours, à l'époque, qui a été négociée, qui reste toujours. Qui reste toujours. La subvention, 20%. Depuis 60. Oui, jusqu'en 60, elle reste en vigueur. Depuis les années 50, elle est subventionnée, l'arachide. Et même jusqu'en 65. Elle reste maintenue. Mais, c'est là le catch. La France rattrape de cette subvention. Comment? J'invite les historiens et les analystes à voir les surprix des produits français. Les surprix. Surprix, c'est-à-dire la surfacturation. La surfacturation. Les produits français écoulés au Sénégal et au Soudan étaient 70 à 120% supérieurs au prix mondial. Ah oui? Oui. Mais on ne pouvait pas nous approvisionner ailleurs. Pendant cette époque? Pendant cette période. On s'approvisionnait seulement si la France n'avait pas ce produit-là. Et c'était surfacturé. Et c'était surfacturé en plus. Donc ça coûtait nettement plus cher. C'est un marché captif. Donc surfacture 70%, subvention 20%. Plus maintenant le système du CFA qui fait que la France contrôlait le crédit, contrôler les banques. Oui, la crédit monétaire, la politique monétaire. La politique monétaire. Contrôler la masse monétaire qui circulait, contrôler les assurances. Donc, tu n'as plus de contrôle de ta politique économique. Absolument. Et libre circulation des capitaux. Donc, on pouvait rapatrier à tout moment les bénéfices. Mais ça, c'est une équipe. Ça, le système. C'est-à-dire, je suis en train de vous décrire qu'est-ce que c'est qu'un système néocolonial. Quand la nouvelle génération parle de système en Afrique, il faut aller au-delà des slogans. Quand vous dites système, c'est quoi? C'est quoi? C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est les accords de coopération qui datent déjà de lors de la négociation. De la négociation. Maintenant, on en vient à défense. Mais donc, en fait, je me pose une question avant de passer. Ces accords-là ne sont plus quand même de cours. Bon, on en reviendra. Absolument. On en reviendra. Donc, on vient maintenant aux matières militaires. En matière de défense. La fédération accepte des bases militaires
Oui, ça, c'était négocié pendant cette époque. Accords. Accepte l'installation de ces bases militaires que je vous ai citées. Absolument. Dakar, Thiès, Saint-Louis, Kati, Gao, Tessalit. Et la libre circulation des troupes françaises entre ces bases-là. Comme ils l'entendent. Donc, on accepte. En échange, la France s'engage à former, à monter une armée malienne de 5000 hommes. 5000 hommes. Donc, au bout de 2 ans, la France devait aider ces pays-là à avoir leur propre armée de 5000 hommes. Déjà aussi, le matériel, ils vont... La formation militaire. Alors, autre accord, c'est coordination des politiques en matière de politique étrangère. C'est vrai que la Fédération doit définir sa politique étrangère, mais elle doit s'aligner. Pas s'aligner. Consultation. Avec la France. Ah oui? Et enfin, dernier accord, l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur. On reconnaît que l'université de Dakar appartient à la Fédération du Mali, mais le Mali, souverainement, donne la gestion de l'université à la France. Ah oui? En échange, la France garantit la qualité de la formation et la reconnaissance des diplômes de l'université de Dakar sur l'espace français. Donc voilà les piliers du système des accords de coopération, il y a eu transfert donc de compétences entre le Sénégal et la France et entre le Soudan et la France. C'est là où je dois préciser une chose, parce que dans les débats, on dit c'est Mamadou Dia qui a signé l'acte d'indépendance du Sénégal. Et d'autres disent non, c'est Modibo qui a signé l'acte d'indépendance du Sénégal, ou bien c'est Senghor qui a signé l'acte d'indépendance. Tous les trois ont raison. Mais oui, je vais vous dire clairement c'est quoi. Effectivement, les accords de transfert de compétences entre la France et le Sénégal ont été signés par Mamadou Dia le 4 avril 1960. Mamadou Dia a signé pour la partie en tant que président du Conseil. Modibo a signé les transferts de compétences entre la France et le Soudan le 4 avril 1960. Ça, c'est les transferts de compétences. Mais les accords de coopération qui ne pouvaient être signés que par un État indépendant ont été seulement paraphés le 4 avril. 1960. 1960. Voilà. Donc par le président de la République. Par Mamadou Dia et par Modibo. Le 4 avril. 4 avril. Maintenant, ces deux-là reviennent dans leur territoire. Et maintenant, la Fédération du Mali est née. S'organise pour naître entre le mois d'avril et le mois de juin. Donc, on doit s'entendre sur les institutions, on doit s'entendre comment ça doit fonctionner, on doit s'entendre qui doit diriger la fédération. Alors, l'accord tacite, qui n'a pas été signé, mais c'était un accord entre les trois, c'est-à-dire Senghor, Mamadou Dia et Modibo Keïta, c'était chef de l'État, Senghor. Vice-président chargé de la défense, Mamadou Dia. Président de l'Assemblée, Lamine Gueye. Ministre des Finances, un Sénégalais. Ministre de la Justice, un Sénégalais. Président du Conseil avec beaucoup de pouvoir, Modibo Keïta. Ministre des Affaires étrangères, un Soudanais. Ministre des Travaux publics, un Soudanais. Ministre de la Fonction publique, un Soudanais. Ministre de l'Éducation et de la Santé, un Soudanais. Voilà la répartition. L'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu la course entre les deux. Qui doit contrôler les institutions?
entre les Soudanais et les Sénégalais. C'est comme si les Soudanais, soudainement, ne veulent plus de ces accords. Ils veulent diriger tout bonnement la fédération. Parce qu'ils accusaient Senghor d'être pro-français, Mamadou Dia d'être modéré. Et c'est là, peut-être on aura le temps, je vais m'étendre un peu là-dessus, pour situer les responsabilités de l'éclatement de la fédération. Il y a une dynamique qui a échappé même aux leaders politiques. D'abord, les traditions politiques n'étaient pas les mêmes. Les Soudanais avaient une formation marxiste, tendance de gauche, contrôle du pouvoir, les méthodes fortes. Les Sénégalais, héritiers de la 3e, 4e République, la démocratie, social-démocratie, comme on dit, tolérance politique, décentralisation. Et aller par étapes. Ils ne sont pas pressés pour obtenir l'indépendance. Les Maliens étaient pour l'indépendance. Ils étaient pressés. Donc, les Soudanais disaient que Senghor, là, vraiment, on n'a pas confiance. Et il se trouve que le pouvoir fédéral, temporaire, confié à Modibo Keïta, était installé à Dakar. La présence des Soudanais à Dakar, Modibo Keïta comme président du Conseil, avec un gouvernement paritaire, 4 Sénégalais, 4 Soudanais, faisait que les Maliens, les Soudanais, pardon, intervenaient dans les débats politiques internes au Sénégal. Ah oui, c'était tentant. Ils étaient même invités à des réunions de l'UPS, parce que l'UPS était une branche du parti, la Fédération africaine. Absolument. On les invitait, c'était la courtoisie, mais ils intervenaient dans les débats pour mettre les leaders sénégalais en minorité. Oui, ça, c'est de la naïveté. Modibo avait des contacts directs avec les chefs religieux sénégalais et les notables sénégalais. Ah oui? Et Modibo profitait de n'importe quelle occasion, y compris les prières du vendredi, pour sortir de son bureau avec une troupe habillée. On dit, ah, voilà le chef musulman dont on a besoin. Donc, ce capital politique qui était en train de s'agrandir, avec les pouvoirs qu'il avait en tant que président du Conseil temporaire, ce capital politique s'est transformé en transfert de loyauté de beaucoup de Sénégalais vers les Soudanais. Surtout que l'aile gauche du PS, qui est sortie du PS, les Ablaïli et autres, les syndicalistes avaient des sympathies pour Modibo. Donc les Soudanais ont dit, mais peut-être on est majoritaire dans la fédération. Ils commençaient à bousculer les leaders sénégalais. Chez eux. Au moment où justement Senghor et Mamadou Dia avaient des ambitions africaines. Senghor se situait au niveau de Kourouma, au niveau de Nasser, au niveau de Bourguiba. Nyerere et autres. Au niveau, Nyerere n'émergeait pas encore. Donc, pour diriger l'Afrique, Senghor était en compétition le plan régional avec Houphouët-Boigny, avec les Kourouma, avec les Sékou-Touré, pour diriger l'Afrique de l'Ouest. Mais il est mis en défi dans son propre pays. Ah oui. Donc voilà un peu les germes. Les germes qui ont... Alors, s'y ajoute... Alors, pour moi, jusqu'à présent, c'est une surprise. Parce que le Sénégal ne manquait pas d'avocats et de constitutionnalistes. Un Doudou Thiam, c'était une renommée internationale, déjà. Guy Habert, Lamine Gueye et tout ça. Ils écrivent une constitution à la hâte, tout est paritaire, il n'y a aucune structure d'arbitrage en cas de conflit. Et c'est une fédération à 2. Donc voilà les germes. C'est toujours le danger d'écrire une constitution en fonction des personnes. Une constitution, c'est plus stratégique. Ils ont fait un arrangement en fonction du poids de l'un et de l'autre. Les acteurs du moment. Les acteurs du moment. Donc, alors, s'y ajoute maintenant un incident, beaucoup d'incidents,
qui doit diriger l'armée. Bon, les Sénégalais ont proposé Fall, les Soudanais ont proposé Soumaré. Bon, contre la décision des Sénégalais, Modibo a nommé Soumaré comme chef de l'armée malienne. Donc, des escarmouches comme ça. Mais plus grave, Modibo, en tant que président du Conseil temporaire, assumait les charges de ministre des Affaires étrangères. Il va en tournée le 19 juillet au Libéria. Au Libéria. Je vous ai dit que les accords sont signés en avril. En avril. Ensuite signés officiellement par Modibo le 20 juin. Et c'est Modibo qui a signé les accords entre la France et la Fédération du Mali, en tant que président du Conseil du Mali. Donc, l'indépendance, c'est entre la France et la Fédération du Mali, les accords de coopération. Absolument. Mais le 20 juin, à 0 heure, c'est Senghor qui a proclamé l'indépendance du Mali à l'Assemblée, parce qu'il était le président de la Fédération du Mali, de l'Assemblée fédérale du Mali. Non. Donc il faut que ça soit très clair. Oui, oui. C'est Mamadou Dia qui a signé les accords de transfert, France-Sénégal. C'est Modibo qui a signé les accords de coopération entre le Mali et la France le 20 juin. C'est Senghor, en tant que président de l'Assemblée fédérale, à 0 heure, qui a proclamé l'indépendance de la Fédération du Mali. C'est clair. C'est très clair. C'est clair. Maintenant, le 19 juillet, Modibo va Au Libéria. au Libéria en visite officielle. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. Il dit, on doit sortir de la zone franc Déjà. pour une union monétaire économique en Afrique de l'Ouest. Contraire aux accords. Après, il les avoir signés. L'avoir su lui-même. Un mois après, il dit le contraire. Il ajoute, on doit fermer les bases militaires. Il revient surtout finalement. Plus grave, c'est pas grave, mais c'est les faits. Je parle de faits. Il dit on doit tout faire pour que l'Algérie obtienne son indépendance. Déjà? Les Sénégalais étaient d'accord pour ça, mais pas de cette manière. Alors il revient. On dit, mais qu'est-ce que tu as dit, enfin, tu assumes certes les fonctions de président du Conseil, certes les fonctions de ministre des Affaires étrangères, mais ça ne veut pas dire que tu dois prendre des décisions de manière unilatérale. Le gouvernement de la Fédération n'a jamais discuté de ça. Donc il est parti faire cavalier seul. Cavalier seul. Donc ça, quelle que soit la volonté des leaders sénégalais de rester dans la Fédération, c'était la goutte de trop. Les Sénégalais ont pris la décision de s'en aller. Mais nous n'allons pas peut-être, oui. Voilà. Maintenant, s'y ajoute que les citoyens ne veulent plus de Senghor comme président de la Fédération. Ils le contestent. Le contestent. Et ils disent que c'est soit Modibo, soit les Sénégalais n'ont qu'à trouver un leader musulman. Déjà? Parce que quand même, les c'est deux incompréhensible. pays, majorité musulmane, on voit mal un chrétien. Soudainement, ils découvrent que Senghor est chrétien. Très bien. Et ils poussent certains leaders sénégalais à agir, à prendre la place de Senghor. Très bien. Nous n'allons pas peut-être, nous allons céder la place à l'autre équipe qui va malheureusement prendre le relais. Ouais. Je crois que mais c'est déjà bien campé. Voilà. Et je rappelle que nous n'en sommes pas encore à la séparation avec M. K parce qu'il va encore revenir. Je crois que déjà les ingrédients d'un éclatement donc sont campés. Maintenant, nous reviendrons prochainement sur cet éclatement et maintenant envisager maintenant
Alors la dernière partie, c'est-à-dire la crise de 62 et les développements qu'il y a eu après, n'est-ce pas, cette crise. Voilà, merci bien. Donc, chers téléspectateurs, comme vous l'aurez remarqué, le temps est parti très vite. On est surpris par le temps, comme on dit, tellement l'entretien est intéressant. Donc, nous remercions encore une fois de plus M. K pour cette analyse véritablement assez intéressante, pour comprendre en fait les faits historiques dans leur ensemble. Nous donnons donc rendez-vous à nos téléspectateurs donc, une prochaine fois. Et comme ça, nous aurons encore l'occasion de terminer avec les raisons de l'éclatement de la Fédération du Mali et nous aborderons certainement tout ce que tout le monde attend. Alors, n'est-ce pas, l'épilogue de 62. 62, merci. Merci, donc, chers téléspectateurs, à la prochaine. Merci. Merci.